Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve pour une nouvelle saison sur Sud Radio, Poulain sans réserve. Alors je ne vais pas me mettre tout nu comme Philippe Catherine et chanter une chanson, mais je suis très content de vous retrouver pour 2 heures cette année. 2 heures où nous allons parler d'actualité avec nos invités. Et pour cette première édition, nous avons Arnaud Benedetti qui va nous rejoindre pour parler de la nomination de notre nouveau Premier ministre. J'ai nommé Michel Barnier. Nous aurons ensuite Stéphane Troussel, président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, pour parler de l'avenir du PS, mais aussi des collectivités locales qui ont été pointées du doigt par Bruno Le Maire sur le dérapage budgétaire, l'énième dérapage budgétaire. Et puis, on parlera en deuxième partie, et vous pourrez poser vos questions à notre invité, de cette dette astronomique de la France et du risque ou non de shutdown pour la France. C'est tout de suite sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous appeler. Le standard est là avec vous. À tout de suite. C'est Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, pour parler de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. Alors Michel Barnier, j'imagine que vous le connaissez, vu sa carrière politique en France et à l'Europe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Que vous inspire cette nomination après 2 mois de tergiversation et des semaines de consultation ? C'est une nomination d'abord clairement sous contrainte, parce que ce n'était pas, disons, le choix qui avait été privilégié à l'origine par le président de la République, qui a d'abord esquivé les, demandes du nouveau Front populaire de nommer une candidate issue de ses rangs. Ensuite, on voyait bien quand même que l'hypothèse qui était l'hypothèse la plus avancée, c'était soit de faire un choix entre Monsieur Cazeneuve et Monsieur Bertrand. Et in fine, s'il se rabat sur Michel Barnier, c'est à mon sens pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que il veut éviter absolument le couperet d'une motion de censure immédiate qui viendrait de fait, quelque part, stopper prématurément l'expérience gouvernementale d'un Premier ministre tout nouvellement nommé, ce qui finalement créerait une tension sur la position même d'Emmanuel Macron. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il le fait pourquoi ? Il le fait parce que, tout simplement, en l'occurrence, il a besoin, à minima, de la bienveillance, ou de la neutralité plutôt bienveillante, du premier groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, arithmétiquement, qui n'est autre que le Rassemblement national. Et il y avait une autre option, c'était le gouvernement technique avec le responsable du Conseil environnemental, économique et social, pour dire finalement, on dépasse le cadre des partis et on nomme quelqu'un hors cadre des partis. Est-ce que là, c'est la victoire des partis et en particulier la victoire du RN ? C'est certainement un succès tactique de Marine Le Pen, en l'occurrence, puisque d'une certaine manière, elle a mis une forme de droit de veto informel sur la nomination, notamment de M. Bertrand, comme celle de M. Cazeneuve, surtout celle de M. Bertrand. Donc, en l'occurrence, je ne sais pas si l'hypothèse du président du Conseil économique et social environnemental, M. Baudet, était une hypothèse viable également. On peut imaginer qu'il aurait pu lui aussi être exposé également à une motion de censure. Alors, le choix de Barnier, si vous voulez, c'est un choix qui apparaît compatible en surface avec le président de la République, parce que il est sur une ligne qui est quand même une ligne plutôt pro-européenne, en l'occurrence. Mais c'est un choix qui permet, d'une certaine manière, de cocher un certain nombre de cases. En fait, quand on regarde la carrière de Michel Barnier, ce qui est intéressant, c'est que il est sur 3 échelles. C'est un élu local, il a été président du Conseil général de Savoie, organisateur à l'époque des Jeux Olympiques d'Albertville, il faut s'en souvenir. C'est un élu national, il est député depuis 1978, il a été quand même 4 fois ministre, ministre de l'Environnement entre 93 et 95, ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy. Donc il a cette expérience évidemment ministérielle au niveau national qui ont fait un vieux routier
routier finalement de la gestion des administrations centrales. Et puis il a il coche une troisième case, c'est qu'il a une expérience internationale, une expérience européenne. Il a été commissaire et il a été négociateur notamment du Brexit. Et à l'heure où quand même, il faut le rappeler, la Commission européenne a lancé une procédure contre la France pour déficit excessif. En l'occurrence, la personnalité de Monsieur Barnier peut être utile, en tout cas, à un moment donné, pour négocier avec la Commission. Donc je pense qu'il y a ces trois éléments qui ont joué aussi dans le choix de Monsieur Barnier. Après, la vraie question, c'est de savoir quelles sont les marges de manœuvre que voudra bien prendre M. Barnier par rapport au président de la République. Ça, c'est une vraie question. Il y a deux indications qui seront très importantes, à mon avis. La première, c'est la constitution de son gouvernement, qui ne va pas être une chose simple. Et le deuxième, c'est évidemment le projet de loi de finances et les orientations budgétaires de ce projet de loi de finances. Ouais, mais justement, on voit bien que il y a là un hiatus assez énorme. Michel Barnier, c'était quand même un candidat à la primaire des Républicains en 2022 qui finit 4e, loin derrière tout le monde. Donc même au sein des Républicains, troisième. Quelle est sa légitimité? Et puis l'autre question qui se pose, c'est évidemment l'européisme de Michel Barnier, quelqu'un qui a œuvré pour 2005, qui a ensuite fait rentrer ce traité de force aux Français qui avaient voté non. Et comment le Rassemblement national, parti qui vient quand même d'une base souverainiste, arrive à faire avec ce nouveau Premier ministre sans vouloir le censurer? Alors, d'abord, la position du Rassemblement national est une position, pour l'instant, d'attente. Ce qui est clair, c'est que le Rassemblement national n'a pour l'instant pas dit qu'il censurerait Michel Barnier. Ils n'ont pas dit non plus qu'ils ne le feraient pas. D'ailleurs, si j'entends ce matin les déclarations de Monsieur Chenu sur une radio concurrente de la vôtre, il est sur la question budgétaire, disons, beaucoup plus offensif, manifestement, que le laisse penser un certain nombre de déclarations d'autres leaders du Rassemblement national ces dernières 24 heures. Donc, rien n'est fait. Ce qui est évident, c'est que le Rassemblement national a considéré que au moins M. Barnier avait été, et c'était un point très important pour Marine Le Pen, respectueux à la fois des responsables politiques du Rassemblement national et des électeurs du Rassemblement national, au contraire ou à contrario, en tout cas de ce qu'elle pense de M. Bertrand. Donc ça a certainement joué aussi dans la position, j'allais dire, du Rassemblement national. Après, sur la question du programme aujourd'hui de M. Barnier, on n'en sait pas plus que ce que nous avons entendu hier sur le perron de l'Élysée. Monsieur Barnier a fait preuve d'une très grande sobriété. Il a, disons, dessiné un certain nombre de priorités. Je pense notamment, il a parlé des services publics, il a parlé de la question migratoire, il a parlé du pouvoir d'achat. Mais pour l'instant, on n'en est véritablement qu'à un vague exposé des motifs. Oui, et tout le problème pour Monsieur Barnier, ça va être comment je gouverne dans une assemblée qui est quand même assez ingouvernable. En fait, aujourd'hui, pour gouverner, il va s'appuyer sur un arc qui est un arc qui voit à peu près du macronisme jusqu'au Rassemblement national. Le Rassemblement national n'étant pas, bien évidemment, en soutien du gouvernement, mais plutôt, encore une fois, dans une position qui est une position à ce stade de neutralité. Mais ce qui est très frappant dans cette affaire, ce qui est très frappant, et c'est la première fois que ça arrive sous la Ve République, qu'est-ce qui se passe? En général, le Premier ministre, sous la Ve République, on dit traditionnellement qu'il est le chef de la majorité. Ouais. Le problème, c'est que là, nous avons un Premier ministre qui n'est le chef d'aucune majorité. Donc à lui maintenant de construire un espace politique qui lui permet déjà de faire passer son budget et d'assurer un minimum de stabilité gouvernementale à la France dans les mois qui viennent. Ce qui est loin d'être gagné parce qu'il va falloir qu'il donne des gages à la Macronie, il va falloir qu'il donne des gages au Rassemblement national. Donc on rentre dans un exercice parlementaire d'un très haut niveau de complexité sous la Ve République. Mais même la constitution du gouvernement, on a entendu Olivier Faure ce matin qui a dit aucun membre du NFP au gouvernement, ça va être le cas du Rassemblement national, j'imagine aussi. Est-ce qu'on ne va pas vers un gouvernement technique, finalement, avec cette figure Michel Barnier, routier de la politique, qui va essayer de faire passer un budget sous tutelle de la Commission européenne, puisque nous sommes sous déjà une procédure pour déficit excessif? On va, selon toute vraisemblance, vers un gouvernement qui sera peut-être pas technique, mais j'allais dire technopolitique, avec probablement, en tout cas, un certain nombre de personnalités peut-être issues de la haute fonction publique, une connaissance du fonctionnement des rouages de l'État, et puis quand même
des personnalités et des responsables politiques, et il ira puiser vraisemblablement dans le vivier du bloc central, macroniste quand même, d'une certaine manière, peut-être l'aile droite en l'occurrence, sachant qu'il y a une question quand même sur ce bloc central. On voit bien que c'est devenu un camailleux. Je prends un exemple qui est très simple. Le groupe Horizon a demandé à être reçu seul par le nouveau Premier ministre. Il ne souhaite pas être reçu avec les autres groupes parlementaires de la majorité. Donc ça veut dire qu'il y a aussi au sein de la majorité, enfin de l'ancienne majorité, pardon, des volontés d'autonomie chez un certain nombre des partenaires de cette ancienne majorité. Et il va puiser, juste pour terminer, il va puiser également chez ses amis de LR qui jusqu'à présent disait qu'il ne participerait pas à un gouvernement, mais le fait qu'aujourd'hui M. Barnier soit Premier ministre fait qu'il y aura certainement des ministres LR dans ce gouvernement. Donc en fait, on a d'un côté le NFP qui sauve Macron aux législatives, et puis Macron qui sauve LR des faits aux législatives avec ce gouvernement. Et il est où le vote des Français? Quelle légitimité de ce gouvernement Barnier? C'est toute la difficulté finalement du résultat de ces élections législatives qui, sur le papier, n'ont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, permis de dégager une majorité qui soit une majorité très claire et très lisible. Mais si vous voulez, le champ politique est à l'image de la société française, extrêmement fracturée. Je pense qu'Emmanuel Macron a une responsabilité politique évidente dans cette fracturation du champ politique, puisqu'il l'a exacerbé considérablement en cassant les anciens partis de gouvernement et en les aspirant d'une certaine manière. Aujourd'hui, tout l'enjeu, en fait, est de savoir si les institutions de la Ve République vont être capables de métaboliser un contexte politique qui, finalement, n'est pas forcément métabolisable dans les institutions de la Ve République. Le véritable enjeu pour Michel Barnier, c'est de permettre à ce gouvernement de durer. Y arrivera-t-il ? S'il n'y arrive pas, pour le coup, nous rentrerons dans une phase de crise institutionnelle et ça sera la responsabilité évidente du président de la République qui sera à ce moment-là pointé du doigt. C'est lui qui crée cette crise avec le choix de la dissolution après un scrutin européen qui n'avait pas de vrai impact sur la politique nationale. Pourquoi il fait ça déjà ? Il anticipe vraisemblablement une motion de censure à l'automne. Sur le budget. Le plus surprenant, ce n'est pas finalement l'acte de dissolution, parce que cette assemblée était quand même difficile à manœuvrer encore sur 3 ans. Il faut le rappeler quand même, il y avait une majorité relative, donc c'était compliqué. Le gouvernement Borne a utilisé je ne sais plus combien de 49.3 pour faire passer ces textes. Et il anticipe cette réalité-là, mais c'est le problème, c'est le timing. C'est-à-dire qu'en fait, il le fait dans un timing sous pression. Il se met lui-même d'ailleurs sous pression, il met lui-même le pays sous pression, il met lui-même la classe politique sous pression, et il en arrive à un résultat qui rend cette assemblée à proprement parler ingouvernable. Alors peut-être que l'idée d'Emmanuel Macron était de purger le problème du Rassemblement national et que son intention secrète était d'amener le Rassemblement national à exercer des responsabilités politiques, considérant que en la matière, ça serait le meilleur moyen de faire la démonstration que le Rassemblement national ne peut pas gouverner. La réalité, c'est que finalement le choix stratégique a été fait vraisemblablement d'ailleurs plus par le Premier ministre de l'époque, M. Attal, que par le Président de la République, du Front républicain, n'a pas permis cette solution d'émerger. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'est de considérer que M. Macron, finalement, anticipait une assemblée ingouvernable et que l'ingouvernabilité de cette assemblée lui permettrait, en fin de compte, de finir le travail de fracturation des anciennes forces politiques de gouvernement pour agréger ce qui restait de ces forces politiques de gouvernement à une majorité qui serait une majorité composite. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile. Alors ça semble plutôt marcher du côté de LR, mais ça ne marche pas manifestement du côté du nouveau Front populaire. Et il va falloir se poser la question de savoir si la configuration dans laquelle nous rentrons est soit une configuration de coexistence, comme on le dit du côté de l'Élysée, ou finalement une configuration de cohabitation. Il y a des signes quand même qui sont intéressants. L'Élysée vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas évidemment de conseiller commun entre Matignon et l'Élysée. Façon de dire, on respectera les prérogatives du Premier ministre et surtout qu'il n'y aurait plus de conseillers de l'Élysée dans les réunions interministérielles. L'enjeu pour aussi le nouveau Premier ministre, c'est de marquer son territoire par rapport au président de la République
Il a d'autant plus intérêt à le faire s'il souhaite avoir justement la bienveillance neutre du Rassemblement national. Et le président de la République n'a pas intérêt non plus, vraisemblablement, à piétiner les prérogatives du Premier ministre, parce que l'expérience qui est celle de Michel Barnier, si elle venait à s'interrompre rapidement, encore une fois, créerait une crise institutionnelle qui, cette fois-ci, poserait la question du maintien même du président de la République à l'Élysée. Oui, parce que c'est le risque, c'est de voir une censure assez rapide d'un gouvernement Barnier qui va tomber sur le budget. De toute façon, il suffit de faire l'arithmétique. Hein. Voilà. Vous totalisez le nombre de parlementaires du Nouveau Front Populaire et vous totalisez le nombre de parlementaires du Rassemblement National et des élus ciotistes, vous avez largement les réserves de voix pour exposer un gouvernement à une motion de censure à tout moment. Ouais, mais là, il y a le NFP, évidemment, qui parle de vol électoral. Macron a posé les lignes rouges aussi. Pas de retour sur la réforme des retraites. Il ne voulait certainement pas d'un gouvernement de gauche. Or, un des premiers groupes à l'Assemblée nationale, avec une majorité relative, c'est le NFP. Il y a là quand même on peut se poser la question de la méthode qui a été la Constitution. Alors, on peut se poser la question de la méthode qui a été utilisée par le président Macron. C'est-à-dire qu'en effet, il aurait pu très bien décider de nommer Madame Castex, mais sachant qu'elle aurait été vraisemblablement renversée, puisque tous les groupes parlementaires ont très clairement dit qu'ils déposeraient une motion de censure. Mais c'était un moyen pour lui de purger d'une certaine manière le problème et de rendre peut-être encore plus légitime la nomination ensuite de Monsieur Barnier, parce qu'en effet la gauche a beau jeu d'une certaine manière de dire regardez, on nous a volé l'élection. Alors c'est une interprétation quand même qui est largement discutable, parce que sur le fond, avec moins de 200 députés, vous n'êtes pas majoritaire à l'Assemblée nationale. On a vu ce que c'était avec 250 députés lors de la législature précédente. Avec moins de 200 députés, c'est extrêmement difficile, c'est même quasiment impossible. C'est même impossible de gouverner. Mais après tout, le président de la République aurait pu faire ce choix tactique. Il ne l'a pas fait. La question est de savoir pourquoi il ne l'a pas fait. Il y a une raison peut-être, qui est une raison liée à la situation budgétaire du pays. La France, encore une fois, sous le coup d'une procédure de sanctions pour déficit excessif de la Commission européenne, qui est aussi quand même très tributaire de créanciers étrangers sur sa dette, n'a peut-être pas voulu envoyer un signal qui aurait, d'une certaine façon, fragilisé la gestion de la dette en nommant une personnalité politique de gauche. Merci beaucoup. Merci. Arnaud Benedetti d'être venu avec nous sur cette nomination de Michel Barnier. Je rappelle, vous êtes professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et c'est parti pour le show Michel Barnier. J'espère que vous êtes chaud parce qu'on a un nouveau Premier ministre. C'est quand même une chance exceptionnelle et c'est Michel Barnier. Alors ça devrait quand même être des scènes de liesse dans tout le pays. Après 2 mois d'attente, on a quelqu'un d'incroyable qui, lors de son premier discours, lors de la passation de pouvoir entre Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre qui s'en va, et Michel Barnier, le plus vieux Premier ministre qui arrive, il a commencé avec une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue sur les gens d'en bas. Des idées, de bonnes solutions apportées par des gens d'en bas qu'il faut respecter. Ah oui, alors on entend le silence, la pause un peu longue, les gens d'en bas, puis il se dit « Ah oui, mais j'ai dit ça, mais il faut faire attention, il faut les respecter ». Alors les respecter avec des politiques de respect, pas avec des politiques évidemment qui vont être encore plus antisociales que celles que Macron a déjà eues. Et ça rappelle évidemment la formule de son ami Jean-Pierre Raffarin. La France d'en bas, cette France des territoires, elle souffre. Et visiblement, la France d'en haut aime parler de la France d'en bas en disant on a besoin de la France d'en bas. C'est une formule qui permet de dire qu'on est populaire, qu'on aura aussi une intention particulière pour les classes populaires. Lui, Emmanuel Macron, il allait plus loin. Il parlait même pas de France d'en bas, c'était encore pire dans le mépris. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Alors ceux qui ne sont rien, ça on s'en rappelle, c'était un des discours d'Emmanuel Macron tout juste élu, je crois. Michel Barnier était très critique par rapport à cette petite sortie de notre président.
arrogant et distant. Vous m'entendrez jamais dire, le jour où je serai président de la République, qu'il y a des gens qui ne sont rien. Alors, c'est vrai, il n'a pas dit il y a des gens qui ne sont rien. Michel Barnier n'a pas été président de la République, il est Premier ministre, mais il parle quand même de la France d'en bas. Mais attention, le mépris, c'est pas que pour la France d'en bas, c'est aussi pour l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Lors du discours où il se passe le pouvoir gentiment sur le perron de l'hôtel de Matignon, écoutez ce qu'a dit Michel Barnier à Gabriel Attal. Je peux dire quelques mots, là. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me très très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure, hein. mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens, peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée, hein. La valeur ajoutée de Michel Barnier, eh bien, on attend de voir. Après ce premier discours, on peut craindre le pire. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre second invité pour ce retour de Poulain sans réserve sur l'antenne de Sud Radio, c'est Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, membre du Parti socialiste. Bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous d'abord de cette nomination après 2 mois d'attente, hein, trêve olympique et puis négociation, tergiversation, finalement pour accoucher d'un gouvernement Barnier? Écoutez, je crois surtout que c'est un vrai déni de démocratie parce que tout de même, avoir organisé ces 50 jours de tergiversation au-delà de cette période des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était surtout finalement une manœuvre du président de la République pour dissiper le vote des Français et puis surtout organiser cette coexistence. C'est lui-même et ses conseillers qui emploient désormais cette expression pour qualifier le choix de faire appel à un représentant de la formation politique qui n'a obtenu qu'un peu plus de 5% au premier tour des élections législatives et qui a moins de 8% des sièges à l'Assemblée nationale. Donc tout ça pour faire en sorte que tout change mais rien ne change et que la politique qui est celle d'Emmanuel Macron depuis 7 ans puisse se poursuivre puisque dans le domaine des retraites, dans le domaine des finances publiques, des services publics ou du pouvoir d'achat, à l'évidence, les prises de position passées, les choix de Michel Barnier sont finalement la continuation et peut-être l'aggravation même de la politique d'Emmanuel Macron. Oui, alors Michel Barnier, il faut le rappeler, hein, il était quand même partisan d'une retraite à 65 ans. C'est quelqu'un qui parle de la valeur travail pour aller toujours plus loin dans les réformes de l'assurance chômage, mais aussi du RSA, par exemple. C'est quelqu'un aussi qui va dans le sens du Rassemblement national, puisque il était candidat malheureux à la primaire des Républicains, mais lors de ce passage-là, il avait fait une sortie remarquée sur l'immigration en disant que lui proposait un moratoire sur l'immigration. Il proposait d'aller encore plus loin que ce que proposaient ses camarades de chez LR. Est-ce que c'est pour ça qu'il est choisi? Parce que finalement, c'est le Rassemblement national qui décide et pas Emmanuel Macron. À l'évidence, il est au barycentre des droites de l'Assemblée nationale. J'ai eu hier soir un débat sur un plateau organisé par l'un de vos confrères. L'extrême discrétion du représentant de l'extrême droite montrait à quel point, le choix de Michel Barnier a été, sinon approuvé, au moins accepté par le Rassemblement national. D'ailleurs, Marion Maréchal-Le Pen ne s'est pas trompée. Elle s'est exprimée en rappelant les positions de Michel Barnier durant la primaire de la droite et elle l'a encouragé à reprendre ses promesses. Et d'ailleurs, il y avait un autre candidat ou un autre nom de la famille de la droite républicaine, Xavier Bertrand, et c'est donc Madame Le Pen qui n'en a pas voulu. Bon, donc on voit bien là les choix qui ont été faits par le président de la République, 50 jours pour dissiper, nier le vote des Français qui avaient à la fois placé le nouveau Front populaire en tête. C'est la coalition qui a le plus de sièges à l'Assemblée nationale, sans avoir de majorité relative, il faut le dire, enfin sans avoir de majorité absolue, pardon. Oui.
c'est surtout, on se retrouve dans une situation très particulière. Les députés macronistes ont été élus grâce au Front républicain dans un nombre important de circonscriptions contre le Rassemblement national, et les voilà désormais avec un gouvernement LR qui va être sous surveillance et sous l'acceptation du Rassemblement national. Oui, donc on peut parler de déni de démocratie, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment la confiance des Français qui va s'abîmer encore un peu plus, parce que quand même les Français ont participé comme jamais depuis 40 ans à une élection législative, et voilà la manière dont le président de la République traduit leur vote. Ce n'est pas acceptable. Non, c'est d'ailleurs... on entend une petite musique disant que ce serait la faute de la gauche qui n'aurait pas poussé Bernard Cazeneuve à la place de Lucie Castet. Mais Emmanuel Macron n'a jamais voulu faire de concessions. En fait, cette petite musique de dire hors de question d'avoir le NFP avec des ministres de la France insoumise, c'était de dire je ne veux pas de politique de gauche à Matignon, pas de retour sur la réforme des retraites, pas de SMIC à 1600 €. C'est lui qui décide de ne pas faire de concessions. C'est effectivement cette petite musique qu'on entend depuis quelques jours. Depuis quelques heures plutôt. C'est une fable. C'est une histoire racontée aux petits enfants, et franchement, ces éléments de langage fournis aux députés macronistes masquent assez mal la réalité de la situation. Enfin, quand même, voilà les représentants du parti présidentiel qui, pendant des jours et des jours, nous ont expliqué que nous ne pouvions pas imposer un Premier ministre, qui nous ont expliqué que le Premier ministre relevait du choix exclusif du président de la République, et maintenant les voilà depuis quelques heures nous expliquer qu'une délibération du bureau national du Parti socialiste serait à l'origine du refus de Bernard Cazeneuve. Tout ça est encore une fois, c'est une fable, une histoire racontée aux petits-enfants, et d'autant plus que l'on sait maintenant, un certain nombre de vos confrères le démontrent par un certain nombre d'articles qui sont publiés, que les premiers contacts avec Michel Barnier datent du mois de juillet, notamment avec le secrétaire général de l'Élysée, dont on connaît les positions politiques. Il est depuis longtemps favorable à cette alliance entre les macronistes et la droite dite républicaine. Eh bien, ils y ajoutent désormais la bienveillance de l'extrême droite. Je rappelle quand même que le président de la République a été élu 2 fois contre l'extrême droite. Il a été élu 2 fois pour battre l'extrême droite, avec une mobilisation de l'ensemble des forces démocratiques et républicaines. Les députés macronistes et les Français ont choisi le Front républicain pour battre l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Et voilà donc désormais ce gouvernement tributaire du bon vouloir de Madame Le Pen. Vraiment, cette situation est porteuse de grands dangers, de désordre, de chaos, et vraiment, je crois, d'une défiance accrue de nos concitoyens qui vont avoir le sentiment finalement que le vote n'est pas respecté, et d'une forme de trahison. J'ai presque envie de dire, dans tous les secteurs des électeurs de notre pays, ceux de gauche bien évidemment, ceux de l'extrême droite d'ailleurs, qui ont entendu Madame Le Pen et Monsieur Bardella dire à nous jamais de collusion avec les macronistes et la droite républicaine. Et quand même, une bonne partie des électeurs qui ont voté, y compris pour les députés du camp présidentiel, contre l'extrême droite, les voilà donc quasiment alliés. Vraiment, cette situation, je crois, est très préoccupante. Oui, c'est Marine Tondelier qui parlait de perversité d'Emmanuel Macron dans la façon dont il a mené les consultations, avec des noms qui sortaient tous les jours. Il y a là aussi une manière perverse de jouer avec le vote des Français. Vous parlez d'un risque de dégoût et finalement de rejet de la chose publique. Après ces votes volés, que va-t-il se passer? Il y a là une irresponsabilité quand même de celui qui est censé être le garant des institutions qui peut poser question. Oh, certains diront que le président de la République est habile. C'est sûr que pour être élu 2 fois président de la République, il faut faire preuve d'un peu d'habileté. Mais je crains qu'une fois encore, alors qu'il devait faire barrage, il devait élever des digues contre l'extrême droite, cette nouvelle manœuvre soit au contraire
une étape supplémentaire vers l'accession de l'extrême droite aux responsabilités. Donc c'est très grave. Et du coup, la responsabilité de la gauche est immense. Il faut que dès maintenant, elle se mette en situation à la fois de tirer les enseignements de cette période, à la fois pour approfondir son unité, mais en le faisant aussi en cherchant toujours non pas à fracturer la gauche, non pas à fracturer le pays, mais bien au contraire, à chercher toujours à le rassembler et d'interpeller, je le dis, à la fois un certain nombre de députés du camp présidentiel, mais aussi d'électeurs, d'anciens électeurs d'Emmanuel Macron, qui se reconnaissaient peut-être dans son discours, voulant dépasser les clivages, mais qui venaient de la gauche, de leur dire, eh bien, écoutez, maintenant, la preuve est faite que le choix du président de la République et du camp présidentiel, c'est d'aller toujours plus vers des choix du libéralisme, y compris des choix très conservateurs sur les questions de société. Et donc maintenant, il faut se décider ensemble à construire autre chose pour préparer dès que possible l'alternance dont notre pays a besoin pour répondre aux enjeux à la fois sociaux, écologiques et démocratiques de la France. Mais justement, enfin, pour ce qui est d'unir le camp de la gauche, est-ce que une union derrière l'article 68, l'idée de la destitution de Macron portée par la France insoumise, ce serait pas une façon de souder le NFP en disant nous refusons ce déni démocratique du président? Oui, mais vous voyez bien que moi, j'aime bien gagner de temps en temps. Et donc, s'il s'agit d'utiliser une disposition de la Constitution dont on sait par avance que elle sera inefficace, puisqu'il faut, je crois, 2/3 des parlementaires pour faire aboutir cette procédure. Eh bien, au contraire, je crois que ça renforcera le président de la République, qui fera la démonstration qu'il n'y a donc pas de majorité suffisante pour faire aboutir cette procédure. Non, ce que je crois, c'est bien sûr d'abord, il faut, compte tenu de ce que seront vraisemblablement, moi je ne veux pas faire de procès d'intention à Michel Barnier, c'est un homme d'État, il a des qualités personnelles certainement tout à fait respectables. Ce que je conteste, ce sont ses choix politiques, économiques et sociaux. Il faut que la gauche soit rassemblée et même qu'elle cherche à élargir sa majorité pour censurer ce gouvernement et puis tout de suite se mettre en situation d'approfondir son projet et de proposer une alternative au pays. Et en le faisant, encore une fois, avec le souci de l'unité de la gauche, parce que il n'y a pas de victoire possible pour la gauche en son unité, mais avec ce souci permanent de s'élargir, de se dépasser, tout en restant fidèle à son projet et à ses valeurs, mais dans un souci de rassemblement du pays, parce que je crois vraiment que finalement, ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron en 2017, de dépasser le clivage gauche-droite, c'était non seulement, vu là où on en est aujourd'hui, comment dirais-je, je vais pas dire un mensonge, mais d'une certaine manière un mensonge démocratique, parce que au fur et à mesure... Oui, un échec, mais plus que cela, parce que on voit bien qu'au fur et à mesure, les choix ont été de plus en plus des choix de droite dans tous les domaines économiques et sociaux, et puis surtout l'absence du clivage de gauche-droite qui structure la vie politique depuis la Révolution française. On va en reparler c'est porteur de grands dangers. On va en reparler dans un instant. On fait une petite pause et on va reparler bien sûr de ce clivage gauche-droite, de l'échec aussi d'Emmanuel Macron du point de vue budgétaire, puisqu'on va parler avec vous également de l'accusation sur les collectivités locales, sur le poids de la dette fait par Bruno Le Maire. On se retrouve dans un instant avec vous, Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve pour continuer de discuter bien sûr de ce nouveau gouvernement, mais aussi de l'état financier du pays avec notre invité Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Vous avez eu des mots assez durs contre Bercy et Bruno Le Maire qui
pointez du doigt les collectivités locales dans l'aggravement du déficit français, puisque c'est encore un dérapage de Bercy, pour ne pas dire un énième accident que Bruno Le Maire laisse avant de quitter ses fonctions de ministre de l'économie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Bruno Le Maire veut faire porter le chapeau aux collectivités locales ? Les finances publiques de notre pays ne dérapent pas. Elles ont surtout été mal gérées par ceux qui se présentaient depuis 2017 comme les Mozart de la finance. La réalité, c'est qu'ils ont surtout privé notre pays d'un certain nombre de recettes. Et voilà ce qui explique l'état de nos finances publiques. Parce que à force de multiplier les cadeaux aux plus riches de ce pays, d'avoir réduit la fiscalité sur le capital, eh bien, ils vont surtout priver de recettes notre pays. Et par ailleurs, je rappelle que les collectivités locales, communes, départements, régions, contrairement à l'État, chaque année, quand nous votons un budget, nous devons voter un budget en équilibre, que la dette des collectivités locales dans la dette globale du pays, c'est à peine 8%, quand nous représentons à peu près 19% de l'ensemble des dépenses. Et que quand nous réalisons de l'emprunt, c'est pour investir, c'est-à-dire des dépenses d'avenir, pour des établissements scolaires, pour les routes, pour investir dans la transition écologique, la rénovation des bâtiments. Donc bref, cette accusation, c'est encore un faux procès pour masquer, au contraire, les choix budgétaires et financiers désastreux qui ont été faits par celui qui est en poste depuis 7 ans tout de même. 7 ans, c'est vrai. Alors on a Chantal de Bastia qui est avec nous, qui souhaite réagir, poser une question. Vous pouvez appeler notre standard au 0826 300 300. Bonjour Chantal. Bonjour Alexis, bonjour à votre invité. Bonjour, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer quand j'entends parler ce monsieur. Écoutez, moi, législatif, au premier tour, j'ai pas pu aller voter, j'ai pas pu faire ma, Procuration. Ma procuration. Ouais. Et puis la deuxième, j'y suis pas allé du tout parce que franchement, et c'est la première fois de ma vie que je m'abstiens, pour vous dire. Alors écoutez, si on veut parler de démocratie, parce que le nombre de sièges, moi je veux bien, mais on va voir le nombre d'électeurs. Rassemblement national, presque 11 millions d'électeurs. Le PNF, 7 millions d'électeurs, et Macron, 6 millions d'électeurs. Donc, si on veut la démocratie, c'est pas les sièges qu'il faut voir, c'est le nombre de gens qui ont voté pour tel ou tel parti. Je n'ai pas d'idéologie, je tiens à le dire à ce monsieur. L'idéologie, ça me débecte, c'est pour ça que la France va très mal. Chacun fait son petit truc. Vous êtes défilé quand Alexis Poulain vous a posé la question de la destitution. Ben oui, mais si on est perdant, je la fais pas. Ben vous savez, quand il y a un club de foot qui est tout petit, qui se reprend de le Bayern, il va pas dire ben non, je joue pas parce que je suis sûr de perdre. Il y va. Enfin là, c'est pas un match de foot, il y a les institutions et des règles qui font qu'on ne peut pas gagner. À un moment donné, Alexis Poulain, excusez-moi, où on y va et on monte une vraie opposition, parce que le problème, c'est pas le RN, ça, c'est un autre sujet. C'est pas le PNF, c'est pas le NFP, PNF, le problème, NFP, c'est Macron. Ouais. Non, voilà, c'est Macron le problème. Alors, donc, pourquoi les gens ont fait barrage, ont laissé réélire Madame Borne, Monsieur Darmanin, avec ce qu'ils ont fait, et après ils se plaignent, d'accord, qu'ils sont là, qu'ils font les magouilles, mais tout le monde magouille, tout le monde. Parce que si le renouveau c'est Monsieur Hollande, eh ben excusez-moi, j'ai un peu de mal à l'avaler celle-là. Alors on va laisser Stéphane Troussel vous répondre. Je crois que Chantal, elle est bien représentative de ces Français et ces Françaises qui se sentent totalement floués par le jeu politique et le résultat des votes. Mais je comprends ce que dit Madame. Et effectivement, le spectacle qui est donné depuis quelques jours maintenant et même depuis le résultat des élections législatives, eh bien c'est ça ma crainte, c'est que ça dégoûte encore un peu plus nos concitoyens de la politique. Parce que j'entends Madame visiblement ne trouvait pas parmi les candidats du deuxième tour les candidats qu'elle aurait souhaité soutenir. Mais il y a quand même eu, pour la première fois depuis très longtemps, une participation très élevée. Je crois qu'on a atteint 70% de participation à ces élections législatives, ce qui n'était pas arrivé depuis 40 ans. Et donc c'est ce qu'il y a aussi de plus choquant dans les choix du président de la République, parce que quand même appeler
un représentant de la formation politique qui a obtenu seulement 5% au premier tour des élections législatives et lui demander de diriger le gouvernement, finalement avec le camp présidentiel qui certes a un groupe important à l'Assemblée nationale, plus 150 sièges, le camp présidentiel, mais qui n'a été possible que parce qu'il y a eu cette union pour essayer d'empêcher l'extrême droite de parvenir au pouvoir. Oui, ça me paraît très... Et maintenant, tout en demandant à Madame Le Pen, parce que là aussi, on l'a appris maintenant depuis quelques heures, Madame Le Pen a donné son feu vert à la nomination par le président de la République de Michel Barnier. Donc c'est quand même totalement choquant, cette situation. Enfin, si on voulait encore un peu plus dégoûter les Français de la politique, eh bien on ne s'y prendrait pas autrement. Et donc je crois que vraiment il faut en finir avec ce type de pratique et finalement il faut remettre de la clarté. Moi, vous savez, j'accepte d'être battu dans une élection. J'accepte que mes choix ne soient pas majoritaires, mais je pense que pour la clarté du débat, eh bien il faut que chacun sache qui et surtout ce que nous proposons les uns et les autres comme choix politiques, économiques, sociaux au pays. Et donc tout de même, la force politique qui est arrivée en tête de ces élections, même si elle n'a pas majorité absolue, c'est le nouveau Front populaire. Dans toutes les autres démocraties européennes, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne l'an dernier? Eh bien, la droite était arrivée en tête, elle n'avait pas de majorité absolue. Le roi d'Espagne a appelé le chef de la droite pour lui demander d'essayer de gouverner, de former une majorité à l'Assemblée nationale. Il n'en a pas été capable. Eh bien, le roi d'Espagne a appelé la deuxième formation politique, en l'occurrence Pedro Sanchez pour le Parti socialiste, qui a trouvé une majorité à l'Assemblée nationale. Dans toutes les démocraties européennes, et en particulier parlementaires, ça se passe comme ça. Et qu'on m'explique pas que la France a une autre caractéristique parce que la Ve République a une constitution à la fois parlementaire et présidentielle. C'est de cette manière que les choses auraient dû se passer. Merci beaucoup Stéphane Troussel d'avoir répondu à nos questions. On va se retrouver dans un instant pour parler de ce déni de démocratie évidemment, mais surtout de l'état financier catastrophique du pays avec Philippe Herrlin, économiste, qui sera notre invité pour réagir. Posez vos questions, le numéro du standard 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et oui, pour cette année, on est ensemble jusqu'à 14h, 2h, ce qui nous permet d'avoir un invité pour 1 heure pour discuter de grands sujets. Vous pourrez réagir, poser vos questions pour appeler le standard Sud Radio 0826 320 300. Notre invité, c'est Philippe Herrlin, économiste, pour parler de la dette et de l'état financier catastrophique du pays après 7 ans de Bruno Le Maire à Bercy et d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On rappelle, en 2023, 5,5% du PIB de déficit budgétaire. On parlait d'accidents. Cette année, c'est 5,6%, bien plus que ce qui avait été annoncé par Bruno Le Maire. En 2025, on va passer à 6,2%. Et puis, je ne sors pas les autres chiffres parce que c'est terrible. En gros, il faudrait trouver, pour revenir non pas à l'équilibre mais à 3% de déficit, 110 milliards d'économies pour 2027 pour faire plaisir et rentrer dans la case budgétaire de l'Union européenne qui a déjà lancé un processus pour déficit excessif. Alors, Bruno Le Maire était fier d'annoncer qu'il avait sauvé l'économie française il y a de ça quelques semaines, avant l'été. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Est-ce que Bruno Le Maire a sauvé l'économie française ou est-ce qu'il l'a plombée pour des années et des années encore? Bonjour. Non, mais le problème, c'est qu'il a dissimulé ces résultats qui sont catastrophiques. Ouais. Il faut même comprendre que si on a ces chiffres-là, c'est parce que le président de la commission des finances, Éric Coquerel, et son adjoint Charles Courson ont fait le siège de Bercy pour obtenir les chiffres. Sans ça, on ne les aurait même pas. Et le problème, c'est ces chiffres-là, on ne les a pas eus pour l'élection législative. Et donc, cette élection législative, elle a été faussée par cette dissimulation de la situation catastrophique du budget de la France. Alors, vous avez rappelé les chiffres,
Mais le fait de parler en pourcentage du PIB, c'est même une façon de minorer en fait la gravité de la situation. Alors on va repartir aux chiffres de base, et c'est les chiffres que je prends arrondis pour que tout le monde ait bien les masses en tête. Les recettes de l'État, on parle que de l'État, on parle pas de la Sécu et des collectivités locales. Les recettes de l'État, c'est 350 milliards d'euros. Ses dépenses, c'est 500 milliards d'euros. Donc le déficit, c'est 150 milliards d'euros. J'ai arrondi, hein. Mais c'est pour bien comprendre. Il faut ramener 150 milliards de déficit à 350 milliards de recettes. Ça fait 40%. Donc le déficit du budget de l'État, c'est 40%. Alors ensuite, on le compare au PIB, parce que c'est une façon de calculer dans les critères de Maastricht, c'est une façon de calculer par rapport au taux d'intérêt de la dette, etc. Bon, ok, mais le déficit, c'est celui-là. Alors pour que les gens se représentent, par exemple, on pourrait comparer, on pourrait dire un ménage, imaginez un ménage qui gagne 3500 € par mois et qui en dépense 5000. Bon, il y a vite un problème. Le banquier, il va téléphoner, ou une entreprise, une PME qui fait 3,5 millions de ventes, de chiffre d'affaires, et qui a 5 millions de charges. Quand on est dans ces situations-là, la situation est catastrophique. C'est-à-dire qu'il faut tout remettre à plat. Quand on parle en pourcent de PIB, on se dit, bon, on va serrer les boulons un peu à droite à gauche, et puis on va revenir à l'équilibre. Mais non, la situation est très grave. Et la note du Trésor, là, elle dit, et justement, elle a sorti le chiffre que vous avez repris, pour revenir, même pas à l'équilibre en 2027, mais simplement à 3% de déficit par rapport au PIB, il faut trouver 110 milliards d'ici là. Et le problème, c'est que, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de débat au législatif, donc il n'y a aucune légitimité. C'est-à-dire Michel Barnier et son gouvernement, quelle que soit leur bonne foi ou leur mauvaise foi, on ne sait même pas, mais de toute façon, il n'y a pas eu de débat face aux électeurs des différentes formations politiques sur ce sujet-là, parce que les chiffres ont été escamotés par Bruno Le Maire, et ça, c'est quelque chose de très grave. Donc, moi, je pense que, alors avant même de penser à la destitution de Macron, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon, je ne suis pas constitutionnaliste, mais une façon de mettre en jugement Bruno Le Maire pour dissimulation de chiffres. Il y a le cours de justice, choses comme ça, mais c'est quelque chose de très grave qui s'est passé. Parce que ce que vous dites, c'est que les chiffres sur le déficit étaient connus bien avant les législatives. Oui, bien sûr, parce que ça fait longtemps. Bruno Le Maire va dire non, je savais pas. Non, mais ça c'est faux. Ça fait longtemps qu'on le connaît. Ça fait longtemps que, d'ailleurs, plus les sénateurs que les députés se plaignent de manquer de chiffres. Hein, et puis quand on a un dérapage de cette ampleur-là, ça fait plusieurs mois que les services de Bercy, qui sont très compétents, le savent. Donc ils ont été explicitement cachés pour l'élection législative, pour limiter les dégâts du pouvoir en place. Voilà, c'est un fait. Voilà. Et ça pose un problème maintenant, parce que il n'y a pas de légitimité politique pour faire un vrai programme de réduction des dépenses. Parce que aucun des leaders politiques n'a vraiment parlé de ça. Alors on a un peu évoqué la dette et le déficit dans cette campagne, mais pas du tout à ces niveaux-là. Et pas avec cette urgence-là. Parce que vous avez rappelé qu'il y a l'Union européenne qui nous a mis en procédure pour déficit excessif. Bon, c'est un agenda auquel on doit répondre, mais même s'il n'y avait pas ça, c'est un tel dérapage, avec la remontée des taux d'intérêt, même sans rien faire, le déficit augmente. Pourquoi ? Parce que la charge de la dette augmente. Pendant des années, on empruntait à 0%. Donc on avait une charge de la dette qui, elle, doit être inscrite au budget de l'État tous les ans, hein, qui diminuait alors qu'on augmentait la dette. Donc ça, c'était génial pour le gouvernement. Hein. On augmente l'endettement, mais on paye moins d'intérêt. Donc, mais là, c'est fini avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Et l'inflation va rester quand même plus élevée qu'avant. Et va rester de l'ordre de 2-3%, hein, plutôt que 0 comme avant. Donc les taux d'intérêt vont rester à 2, 3, 4%. Et donc la charge de la dette, qui est à peu près de 50 milliards aujourd'hui, elle va monter à 70 milliards d'ici 2 ans, d'ici 2-3 ans. Ce qui est plus que de fonctionnement de ministère. Alors ça va devenir le plus gros budget. Aujourd'hui, à 50 milliards, c'est du niveau de l'éducation nationale et du budget de la défense, qui sont les deux autres gros budgets. 70 milliards, ça va devenir le premier. Et ça, le problème, c'est que il faut déjà tout de suite trouver 20 milliards d'économies pour les trouver, et puis comme on est en déficit, il faut en trouver d'autres. Alors les directions des trésors nous disent 110 milliards d'ici 2027. Mais ils vont les trouver où ? On peut les trouver. Bon, il y a des pays qui sont à l'équilibre ou proches, hein, comme l'Allemagne, les pays du Nord, qui sont rigoureux. La France était à l'équilibre jusqu'en 1974. Bon, donc c'est possible. Hein, et sous Pompidou et sous De Gaulle, il y avait de la croissance, l'économie se portait bien, il y avait aussi des hôpitaux qui marchaient, il y avait aussi donc c'est possible d'être à l'équilibre. Mais là, on a pris tellement de retard que c'est très compliqué. Il aurait fallu un vrai débat là-dessus. Donc il aurait fallu des législatives qui soient pas précipitées,
que plutôt elle soit faite en septembre, c'est-à-dire parce que c'est assez stupide de dire je dissous l'Assemblée puis ensuite je décide de rien parce qu'il y a les trêves olympiques. S'il y a une trêve olympique, autant attendre septembre, qu'il y ait un vrai débat, qu'on prenne le temps de débattre et qu'on ait les vrais chiffres du budget, de façon à ce que toutes les formations politiques soient obligées de se positionner par rapport à ça. Et puis ensuite, il y a eu un débat, donc on peut commencer à agir. Le problème, c'est que là, Barnier n'a aucune légitimité pour faire 110 milliards de coupes. Non, ça va être très compliqué pour lui de sortir un budget, mais pour n'importe qui d'autre, ça aurait été très compliqué. C'est sans doute aussi le calcul d'Emmanuel Macron de diluer sa responsabilité dans cette gestion calamiteuse des comptes publics et de dire regardez, c'est pas moi, c'est tout le monde, personne ne se met d'accord. Lui, il se dédouane en faisant ça, de ce bilan calamiteux. Beaucoup disent que si les législatives ont été anticipées, c'est aussi parce que le budget 2025 était impossible à boucler. Et il le savait. Et c'est une façon de refiler la patate chaude à d'autres, quoi. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas, parce que vous parliez de la France à l'équilibre en 74, depuis c'est une descente aux enfers, on a quand même un grave problème. On a eu Pierre Moscovici qui était à Bercy, qui a creusé la dette, puis qui est passé commissaire européen, qui était là à faire la leçon à la France, et puis qui est maintenant président de la Cour des comptes. Et puis on a un Bruno Le Maire qui a 7 ans derrière lui aussi de gestion calamiteuse. Enfin, on a affaire à des gens qui ne sont jamais face à leurs responsabilités. Vous parliez tout à l'heure d'un tribunal pour Bruno Le Maire qui a retenu les chiffres, mais Pierre Moscovici, il est à la Cour des comptes aujourd'hui, alors qu'il est un des responsables de cette dette. Oui, c'est vrai, mais Bruno Le Maire, c'est quand même plus grave, parce que le fait de masquer les chiffres, ça c'est quand même une atteinte au fonctionnement du Parlement. Donc, à mon avis, ça ne doit pas rester sans suite. Voilà. Bon, Moscovici, c'est différent, mais c'est vrai que tous les premiers ministres et les présidents qui sont succédés depuis 1975, le premier budget en déficit, c'est 75, Giscard, Chirac, à l'époque, toujours pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, on fait un peu de déficit, mais vous inquiétez pas, on va relancer les dépenses pour soutenir la croissance, et puis après, ça ira mieux. Voilà. Et on est encore dans cette logique-là. Et depuis 75, il n'y a pas eu un seul budget à l'équilibre, et les dépenses publiques n'ont cessé d'augmenter. Voilà. Et on n'a jamais été capable de faire de réformes, alors que tous les autres pays, à un moment ou à un autre de leur histoire, différents pays, l'Allemagne, la Suède, le Canada, d'autres, certains ont su faire des efforts et limiter les dégâts, quoi. Le problème, c'est que maintenant, nous, comme on n'a rien fait, on est le pays de l'OCDE qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. Et donc, la solution d'augmenter les impôts, ça peut pas fonctionner parce qu'il y a déjà trop d'impôts, ça pèse trop sur nos entreprises, ça pèse trop sur les... Pourtant, il y a beaucoup de cadeaux fiscaux aux entreprises. Oui, mais enfin, on tape sur l'entreprise et puis on leur file un bonbon, quoi. Donc, moi, à la limite, je préférais qu'on supprime les subventions aux entreprises et qu'on baisse les impôts pour tout le monde, quoi, plutôt que de faire des cadeaux comme ça, histoire de colmater les brèches. Mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est prendre en compte l'ensemble des impôts et des taxes et des charges sociales qui pèsent sur les entreprises et sur les particuliers. Et là, on est top niveau, donc... Mais c'est incompréhensible parce que quand on regarde la hausse du poids de l'impôt, poids fiscal, on est de plus en plus prélevé en tant que Français. Il n'y a jamais autant d'argent. On disait que la TVA c'était formidable, on avait fait des recettes incroyables, et les services publics s'effondrent. Et on nous explique que la TVA, finalement, on ne capte pas tout puisqu'on fait tellement de cadeaux qu'il y a des niches fiscales en veux-tu en voilà, et que l'État ne souhaite pas finalement arriver à l'équilibre et continue cet endettement. Oui, mais c'est pas par les cadeaux les niches fiscales, parce que quand je vous dis qu'on est en termes de prélèvement obligatoire en numéro 1, c'est en faisant le total, y compris les avantages fiscaux. Voilà. Alors, mais un des problèmes de la France, c'est aussi la complexité fiscale. On a un code fiscal qui est extrêmement complexe et qui permet à certains d'échapper à l'impôt, ou en tout cas de le diminuer, parce qu'ils ont les bonnes infos. Bon, déjà rien que ça, c'est pas juste, quoi. Il faut une égalité devant l'impôt. Voilà, il faut que ce soit plus simple, plus clair, et voilà, déjà rien que ça, quoi. Alors, on va en parler dans un instant. On va marquer une pause tout de suite et on se retrouve avec notre invité tout de suite, Philippe Perlin. Si vous souhaitez réagir, 0826 300 300, le standard de Sud Radio, pour parler de la situation économique calamiteuse du pays. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Philippe Perlin pour parler de la situation économique du pays. Bruno Le Maire, d'avis concerté, n'a pas sauvé l'économie française. On en est loin en réalité. Est-ce que Michel Barnier va pouvoir faire quelque chose en tant que Premier ministre, et notamment va-t-il pouvoir présenter un budget qui ne va pas être censuré? Qu'est-ce qui se passe en fait là quand Michel Barnier va présenter un budget quasiment invotable, puisque on est à plus de 5,6% de déficit budgétaire en termes de PIB? Alors ça, c'est un vrai problème qui va se poser, parce que
pour passer le budget, il va quand même falloir que Barnier et son gouvernement trouvent des économies. Ça va être dur à faire accepter parce que l'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs irréconciliables. Et le problème, c'est que les délais sont courts, c'est-à-dire que le 1er octobre, le budget doit être présenté à l'Assemblée nationale. Ça, c'est presque une obligation légale. Alors, des constitutionnalistes disent qu'on peut décaler de 15 jours, mais bon. 1er octobre, donc dans moins d'un mois. C'est quand même 1er octobre. Mais ensuite, il faut que le budget soit voté par une majorité. Et il n'y a pas de moyen, j'ai lu un texte de 2 constitutionnalistes, Jean-Pierre Camby et Jean-Éric Chotel, il n'y a pas de moyen de contourner le Parlement, pour le gouvernement ou pour le président de la République. Il n'y a pas de décret, un décret budgétaire. Alors on parle du 49.3, mais le 49.3 permet de faire passer un budget, mais si après il y a une motion de censure qui remporte la majorité des suffrages, ça fait sauter le gouvernement et le budget. Donc c'est pas une solution magique, le 49.3. Et là, ça pourrait être la chute de Michel Barnier sur ce budget. Alors ça ferait chuter le gouvernement, donc il faudra en lancer un autre et il faut que le budget soit adopté avant le 31 décembre. Alors il y a une possibilité qui est évoquée par ces 2 spécialistes du droit, qui est l'article 16, c'est-à-dire le président qui prend les pleins pouvoirs pour passer le budget, mais ils disent même ça correspond en fait pas vraiment au texte de la Constitution. Donc l'article 16, ça paraît quand même très, très difficile. Et le problème, c'est que si le budget n'est pas voté le 31 décembre, l'État ne peut plus lever l'impôt. Alors ça, les gens vont se dire, bon, c'est sympa, on paye plus d'impôts, mais il peut plus non plus faire de dépenses publiques. Donc les fonctionnaires sont plus payés, la police est plus payée, les hôpitaux sont plus payés. Enfin bon. Mais on n'a pas un système qui permet la continuité, parce qu'aux États-Unis, il y a le principe du shutdown, c'est-à-dire qu'effectivement tout s'arrête si le budget n'est pas voté. En France, ça n'existe pas. On n'a pas ce système-là. Est-ce qu'il n'y a pas une continuité qui se fait de toute façon, il n'y a pas de continuité. Aux États-Unis, le shutdown, c'est quand les dépenses, quand il faut relever le plafond de la dette, en fait. Et donc il y a des bisbilles entre les républicains et démocrates. Et il est déjà arrivé, mais ça a duré quelques jours seulement, donc c'est plutôt de la politique spectacle qu'autre chose. Mais pendant quelques jours, les musées étaient fermés, les fonctionnaires étaient plus payés. Bon, ensuite ça a été rattrapé, mais voilà. Mais en France, voilà, techniquement, si le budget n'est pas voté le 31 décembre, l'État peut plus effectuer de dépenses et toucher des impôts. Voilà. Alors, c'est déjà arrivé ça ? Alors non, ça s'est jamais arrivé. Donc c'est pour ça qu'on est en train de rentrer dans une situation compliquée, parce qu'on basculerait dans une crise de régime, quoi, à ce moment-là. Et il y a aussi des gens à l'Assemblée qui peuvent avoir intérêt ou souhaiter une crise de régime, quoi. Donc bon. Donc c'est quelque chose qu'on peut pas exclure, parce que quand on a 3 blocs qui sont réconciliables, c'est quand même compliqué. Surtout que Barnier va être obligé de faire passer des mesures un peu difficiles, alors soit des hausses d'impôts, soit des baisses de dépenses, mais il va être obligé de faire quelque chose. Là, déjà avec ce qu'a fait Gabriel Attal avant de quitter Matignon, c'était de dire on garde le budget tel qu'il était, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'inflation, et donc on fait 16 milliards d'économies, en gros, hein, c'est un peu ça. Bruno Le Maire qui parlait de faire 18 milliards d'économies, enfin, c'est systématiquement la même rengaine. Les Français se demandent où va l'argent des impôts. Au remboursement de la dette, c'est ça ? Oui, alors c'est un budget qui augmente, mais même le fait de dire, comme Attal, de dire on reporte le budget, mais pour ça, il faut qu'il soit voté. C'est pas une solution. Et le faire à chiffre constant, sans tenir compte de la hausse des prix, oui, ça peut faire un peu d'économie. Bruno Le Maire qui a annoncé 18 milliards d'économies, c'est plus de l'affichage et de la com que des choses concrètes. Voilà, donc c'est aussi le l'esbrouf. Et il y a rien de fait concrètement pour vraiment diminuer la dépense publique, quoi. Et malgré ça, enfin, c'est la légitimité. On y revient sur ce principe de dire aller chercher Michel Barnier, membre des Républicains qui ne sont pas loin devant en termes de groupe parlementaire. Comment porter ça devant l'Assemblée nationale et se dire on ne va pas se faire censurer par les différents groupes ? C'est justement ce qu'on va voir dans les semaines qui viennent, mais c'est une position qui est très difficile, quoi. Alors, c'est toujours le discours, il faut être responsable. Macron voulait quelqu'un qui ne remette pas en cause la loi sur les retraites, alors que cette loi a été critiquée très largement par quasiment toutes les forces politiques. Dans les sondages, il y avait presque 80% des salariés qui étaient opposés à cette loi, donc ça explique en partie la défaite des macronistes aux législatives. Mais ils considèrent qu'il ne faut pas revenir sur cette législation, donc... on sort un peu du cadre démocratique là dans ce genre de situation, quoi. Et puis sur le principe de la valeur travail, on en reparlera tout à l'heure. On a avec nous Sylvie de Bordeaux qui souhaitait réagir. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Merci de me laisser l'antenne.
Moi, je voulais intervenir sur ce chiffre est absolument énorme et vraiment effrayant. Et moi, je me pose toujours la question, parce que c'est vraiment le tonneau des Danaïdes. On ne peut rien faire au niveau des charges de l'État. On avait vu lors de la crise sanitaire ce millefeuille des organismes. C'était presque au niveau du quartier, de la ville, du département, etc. Lorsque le nom de Thierry Baudet a circulé, on a signalé que c'était un monsieur qui avait qui présidait ou qui était à la tête de quelque chose qui ne servait à rien et qui nous coûtait énormément. Et comme ça, il y a des tas d'exemples. Et je me dis que augmenter les impôts, ça c'est impossible, mais ne pas diminuer la charge, j'avoue, je ne comprends pas. Alors merci Sylvie. Philippe Herrlin, cette idée de faire un audit, le RN en avait parlé. Comment se fait-il que depuis des années, l'État n'ait pas coupé les postes de dépenses inutiles ? Alors en fait, on sait quand même assez globalement ce qu'il faut faire pour diminuer les dépenses publiques, parce que les rapports de la Cour des comptes, quel que soit son président qui fait quand même du bon travail, et il y a aussi les organismes, des think tanks privés qui font aussi des études là-dessus, on sait à peu près où il faut diminuer les dépenses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, quoi. C'est le gros problème. Mais on peut quand même diminuer les dépenses. Alors vous citez le Conseil économique et social, c'est vrai que ça sert à rien, ça c'est un truc à supprimer. Voilà, il y a beaucoup d'organismes comme ça qui pourraient supprimer. Pour moi, il y a des priorités à faire pour diminuer les charges et la bureaucratie qui pèsent sur la France. Pour moi, il faut mettre en stand-by, il faut mettre en pause tout ce qui relève de la transition énergétique. Parce que ça coûte une fortune. La construction de champs d'éoliennes sur terre ou sur mer, ça coûte une fortune et ça renchérit l'électricité. Parce que l'État paye, c'est pas privé. Oui, parce que c'est subventionné. Alors, c'est pas subventionné directement par l'État, c'est subventionné par les consommateurs sur leur facture d'électricité, mais ça revient quand même au même. Ça nous a valu quand même une idéologie qui a fait fermer des centrales nucléaires. Alors voilà. Donc on est revenu là-dessus, mais bon, mais continuer à faire des champs d'éoliennes en mer, c'est complètement stupide, ça sert à rien. Il faut aussi sortir du marché européen de l'électricité pour avoir une électricité qui soit moins chère. Ouais. Ça ferait baisser les factures pour tous les Français, ce serait pas mal. Ouais. Pour moi, il faut aussi arrêter la sortie du thermique en 2035 pour la voiture, c'est en train de détruire le secteur automobile. Et puis une mesure aussi qui serait très urgente à prendre. On sait déjà que le marché du logement, du locatif est en grande difficulté, et ça va être pire le 1er janvier parce que à cause des DPE, les diagnostics de performance énergétique, tous les G vont devoir ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier 2020, l'année qui vient. Ça fait plus de 500 000 logements. Et ça va provoquer une catastrophe. C'est pas revenu, justement, non, c'est pas revenu. Sur cette mesure. Ils sont pas revenus. Il y a eu des modifications dans le calcul, mais ils sont pas revenus sur le fait que plus d'un demi-million de logements ne pourront plus être loués le 1er janvier. Ça ne veut pas dire que les gens vont être sortis, mais quand les locataires quitteront ces logements, le propriétaire ne pourra plus le remettre en location, sauf à faire des travaux, mais les travaux sont coûteux, et donc beaucoup les remettent sur le marché, ils les vendent, ce qui explique que les prix du logement baissent, et que dans le même temps, on manque de logements à louer, ce qui est complètement aberrant. Si le marché fonctionnait correctement, les gens achèteraient des logements pour les mettre en location. Mais là, on a un marché qui est complètement dysfonctionnel, donc ça peut être des mesures rapides. Moi, je considère qu'il faut aussi mettre fin à l'aide à l'Ukraine, parce que c'est des dépenses énormes on voit que sur le champ de bataille, maintenant, les choses sont décidées. Donc, je considère qu'il faut se poser la question de cette dépense. Mais ça devrait être une question qui se pose au Parlement. Alors voilà, il faudra que le Parlement... Pourquoi ça se pose pas au Parlement, ça ? Il faudra que le Parlement se saisisse de la question, parce que c'est des milliards qu'on envoie. Voilà. Tout ça, on en reparlera après la pause. C'est quand même aussi la question ultra importante de l'Union européenne et du choix de la France de continuer dans ce système où on n'est pas gagnant en réalité. On va en parler tout de suite. Si vous souhaitez, comme Sylvie, réagir, poser des questions à notre invité, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant pour parler de la situation économique de la France, mais aussi des règles européennes qui nous emmènent dans le mur. À tout de suite, on est sur Sud Radio. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve en studio avec notre invité Philippe Herrlin pour parler de la situation économique du pays. Alors bien sûr, un déficit budgétaire énorme, économie française pas vraiment sauvée par Bruno Le Maire, et puis cette question du pouvoir d'achat et puis de l'avenir des PME suspendu bien sûr à des réglementations européennes qui rendent les choses délicates. Avant de reprendre notre interview, on a bien sûr les auditeurs qui appellent au standard 0826 300 300, et on a Bruno de Paris qui souhaitait réagir. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour. J'aurais voulu poser une question à votre interlocuteur avec lequel je suis entièrement d'accord concernant le coût de la transition énergétique. 2 ou 3 questions rapides. Est-ce qu'on peut encore se permettre le quoi qu'il en coûte ? Quand on voit que la Nouvelle-Calédonie, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie vient de demander 3,4 milliards d'euros à la France pour reconstruire ce qui a été détruit pendant les émeutes. La guerre en Ukraine, vous en parliez, la France a versé 2 ou 3 milliards d'euros, on parle de 3 milliards d'euros à venir alors qu'il n'y a pas de solution militaire sur le terrain. Est-ce qu'on peut encore se permettre ce quoi qu'il en coûte pour ces 2 questions? Et enfin la dernière, je l'avais posée à l'émission d'André Derkoff, est-ce qu'on peut éviter une situation à la grecque comme en 2005 où l'Union européenne avait imposé finalement, malgré un référendum, des mesures extrêmement dures à la Grèce, qui avait vu notamment le montant des retraites diminuer de 40%, je crois. Ouais. Merci beaucoup Bruno. Alors c'est vrai, des questions importantes sur le fléchage des dépenses publiques, évidemment, et puis l'avenir d'une mise sous tutelle renforcée de la France avec des mesures drastiques comme pour la Grèce. Est-ce que c'est envisageable ? Malheureusement, oui. Alors, le quoi qu'il en coûte, non, ça, c'est plus possible, on est bien d'accord. C'est fini, oui. La situation de la Grèce, ça nous poids au nez, parce que pour l'instant, quand la France émet de la dette, elle est souscrite, et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la confiance sur le marché financier, ça peut vite se retourner. Et avec la mise sous surveillance de Bruxelles, la dégradation des notes par les agences de notation, enfin des choses, et puis une situation actuelle politique extrêmement confuse, on peut très vite perdre cette confiance. Et si la France ne peut plus emprunter sur les marchés, automatiquement il faut couper dans les dépenses de retraite, des salaires de fonctionnaires. Et à ce moment-là, comme la Grèce, ce serait même encore pire que la Grèce, parce que la Grèce à l'époque avait été aidée par un plan d'aide européen, alors que là la France est trop grosse. Donc, il y a ce plan d'aide de relance post-Covid de l'Union européenne, dont on a récupéré 70%, mais en réel, on le paye plus cher que ce qu'on récupère. On paye plus cher, et puis de toute façon, c'est mauvais, parce qu'on reste encore dans une logique de dépenses, et il faut en sortir, quoi. Et c'est pas en mettant de la dépense publique qu'on va relancer la croissance. Ça, on le sait depuis longtemps, quoi. Donc, il faut sortir de ça. Pourtant, c'est la vision keynésienne de dire il faut de la dépense publique pour de la croissance. Oui, mais je crois justement que cette vision keynésienne, depuis 1975, on aura pu se rendre compte qu'elle marche pas. Voilà. Et moi, je défends plutôt une vision de baisse des impôts qui à ce moment-là peut vraiment motiver les gens et générer de la croissance. C'est plutôt par la baisse d'impôts qu'on va s'en tirer plutôt que d'ajouter de la dépense publique, parce que là, on n'en peut plus, quoi. Le problème, c'est quelle baisse d'impôts, puisqu'on a vu les impôts baisser pour certaines classes sociales, suppression de l'ISF, le bouclier fiscal, etc. Enfin, il y a eu tout un tas de mesures dès la première année d'Emmanuel Macron qui ont permis ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de niche fiscale? On le disait tout à l'heure, l'égalité devant l'impôt. Et puis, l'autre question clé dont aucun responsable politique ne veut s'emparer, la question des retraites. En disant, est-ce que les retraités vont devoir payer eux aussi pour éviter la catastrophe à la grecque? Ouais, mais moi je mettrais pas ça sur ce point-là de désigner les retraités comme coupables, même si c'est vrai que les retraites en France sont quand même assez élevées comparées au salaire du privé, mais pour moi, il faut pas opposer les uns aux autres, quoi. Moi, pour la réforme des retraites, par exemple, une chose dont j'aurais aimé qu'on parle, mais c'est une question taboue en France, c'est de développer au moins de façon optionnelle la capitalisation, c'est-à-dire que ceux qui le souhaitent, même pas obligés, puissent mettre une partie de leur cotisation investie en actions ou en immobilier ou autre, et on se rend compte que ça offre des meilleurs rendements, donc ça permet d'améliorer les retraites sans augmenter les cotisations qui pèsent sur les salaires, donc ce serait une bonne solution. Dans tous les pays où ça se fait, ça apporte un surcroît de richesse pour les retraités, de revenus, bon. Mais ça, on peut même pas le discuter. C'est aussi le problème, c'est aussi pour ça qu'on est en crise, c'est qu'il y a des sujets tabous pour lesquels on n'arrive même pas à discuter, quoi. Mais justement, les retraites, c'est clairement un des sujets tabous de la France. À la fois, alors il y a une revalorisation des petites retraites, mais sur les grosses retraites, il n'y a pas de réflexion. Par exemple, de dire, on va pas payer. Michel Barnier, j'aimerais savoir combien il touche de retraite d'anciens députés, d'anciens commissaires, d'anciens sénateurs. Mais j'imagine qu'il est à plus de 15 000 euros de retraite par mois, voire plus. Ouais, c'est comme François Hollande ou d'autres qui accumulent. Il y a bien un problème là quand même. Qui accumule la retraite, oui, ça c'est pas normal. Oui, ça c'est clairement. Oui, parce qu'en plus ça sort du droit
normal, parce que c'est les carrières politiques. Donc, ils sont payés par nous. Hein. On paye les retraites des sénateurs. À vie, en réalité, c'est une rente à vie. Des sénateurs, des députés, des ministres. Et c'est largement supérieur à leur propre cotisation. Donc là, il y a un problème. Ça ferait partie des choses à remettre à plat. Oui, mais c'est pas eux qui vont voter ça, évidemment. C'est tout le problème de ce système-là. On a vu d'ailleurs, on parlait de contrôle de la dépense publique. Il faut rappeler qu'en début d'année, sénateurs et députés se sont augmentés sur les frais de mandat et sur les allocutions. On a un Xavier Bertrand qui, quand il y a la fin du cumul des mandats, décide de s'augmenter en tant que président de région, parce qu'il peut le faire. Je parle pas des dépenses somptueuses de Laurent Wauquiez pour les dîners d'amis dans la région Auvergne. Enfin, on a affaire quand même à des responsables politiques qui sont irresponsables par rapport à la dépense. Oui, c'est pour ça que moi je défends l'idée du référendum d'initiative citoyenne au niveau national et aussi au niveau local, pour que le peuple français puisse se saisir d'un certain nombre de sujets. Alors, par exemple, celui-là, voilà, les salaires et avantages des élus, voilà, par exemple, mais ça serait d'autres choses. Ça permettrait de mettre à plat, et je souhaiterais que le président de la République aussi use plus régulièrement du référendum. Quand il y a une crise, par exemple, pour les retraites, voilà, il voit qu'il y a une crise, et on fait un référendum, et puis voilà, et puis ça paraît un débat, puis ensuite le peuple vote, et puis c'est fait. Le problème, c'est que en refusant ça, on ferme le système, les gens sont découragés. Là, on a eu une très forte participation aux législatives. Ça, c'est quand même un motif de satisfaction. Le problème, c'est que ça débouche sur rien. Donc, ça va encore dégoûter les gens de s'être déplacés, quoi. Alors que ça débouche sur une sorte de d'arnaque, ou du moins un bric-à-brac entre partis pour dire finalement on se met d'accord pour que rien ne change. Parce que Michel Barnier ne va rien changer. Il va rien changer, et puis comme il y a les présidentielles dans 3 ans, il va rien se passer non plus. Oui, il y a ça aussi. Voilà, on a déjà Édouard Philippe qui est sur les starting blocks. Et puis les autres sont candidats dans les 3 blocs, il y a des candidats désignés ou presque. Donc il va rien se passer, personne endossera un programme de rigueur et de baisse de la dépense publique, c'est ça le problème, quoi. Mais personne ne peut le faire, sauf peut-être Michel Barnier. Il se dit 73 ans, une carrière politique derrière lui. Est-ce que être impopulaire, il n'en a plus rien à faire? Donc est-ce que c'est pas justement pour ça que Macron le choisit, pour dire fais le sale boulot. Bon, ton nom sera maintenant maudit pour des générations, mais tu auras fait le boulot. Ça pourrait être la bonne surprise de cette nomination. Quelqu'un il a passé toute sa vie dans le circuit politique. Donc il le connaît bien de l'intérieur. S'il a une lucidité supérieure à la moyenne de la classe politique, et qui se dit allez, je me sacrifie, de toute façon j'ai pas rien à perdre, et je fais des vraies réformes, ça pourrait être une bonne surprise. Mais bon, le problème, c'est que même s'il a cette volonté-là, où est-ce qu'il trouve des majorités à l'Assemblée nationale pour faire passer ses textes, quoi? Et puis l'autre problème, et c'est quand même l'éléphant dans la pièce, c'est l'Union européenne. On en parlait. Michel Barnier, donc c'est monsieur référendum volé de 2005. On parlait des référendums, qui fait rentrer le nom des Français dans un oui plus tard en 2008. C'est quelqu'un qui n'a jamais été contre la vente d'Alstom à des intérêts américains. C'est quelqu'un qui n'a jamais défendu réellement les intérêts français lorsqu'il était à la Commission européenne. Monsieur Brexit, qui a rendu le Brexit difficile pour les Anglais lorsqu'ils ont voulu quitter l'Union européenne. On voit bien qu'il y a une idéologie derrière ça, qui est celle d'Emmanuel Macron, de dire il faut continuer. Or, l'Union européenne, c'est ce qui fait qu'il faut arriver à ces 3% qui sont quasiment impossibles. C'est ce qui fait que nous avons la transition écologique à marche forcée, avec des mesures plus folles les unes que les autres, et un timing qui, de l'avis de nombreux experts, est intenable, et l'Ukraine aussi. Tout ça, c'est l'Union européenne. Aucun parti, y compris le Rassemblement national, qui vient quand même d'un passif plus souverainiste que d'autres partis, ne prend ça en charge. Et même le Rassemblement national est en train d'adouber M. Barnier, qui va mettre sous tutelle l'économie française, et le reste d'ailleurs des lois françaises. Pourquoi la classe politique française ne veut pas parler de ce problème des traités européens? Comme vous l'avez rappelé, Michel Barnier a été 2 fois commissaire européen et en charge des négociations pour le Brexit, c'est-à-dire qu'il a défendu mordicus ses intérêts de l'Union européenne. Donc le fait qu'il soit nommé Premier ministre, on pourrait presque considérer ça comme une mise sous tutelle de facto. Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, était très heureuse. Si elle avait dû envoyer quelqu'un à Paris, ça aurait été Michel Barnier, en fait. Parce qu'il connaît parfaitement la machine européenne et qu'il a fait ses preuves de bon négociateur face à l'Angleterre. Donc voilà, donc c'est quasiment ça, quoi. C'est quasiment une mise sous tutelle. Alors le problème de l'Europe, moi je me refuse à désigner l'Europe comme le coupable et à considérer qu'en sortant de l'Europe on pourra régler tous les problèmes. On bénéficie de l'euro parce que si on était au franc, on serait déjà en faillite depuis longtemps. À la limite,
on se serait réveillé plus tôt, parce que le franc aurait tellement dérapé qu'on aurait dû réagir il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, alors qu'avec l'euro, on est dans un tel paquebot que même si on fait de grosses erreurs, on continue d'avoir une monnaie qui est stable, qui est solide, qui est reconnue au niveau international. Voilà, et on peut acheter du pétrole avec, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on bénéficie de l'euro, mais en même temps, ça nous endort, quoi. Le problème du paquebot, c'est le cas Titanic, alors voilà, insubmersible. Mais au bout d'un moment, ça coule. Et ça coule. Même l'euro. Voilà. C'est bien le problème. On a au standard avec nous Laure qui souhaite également réagir. Bonjour. Bonjour. Oui, en effet, je souhaite réagir à votre émission. Tout à l'heure, vous en parliez un peu. Moi, j'aurais 2 petites questions à vous demander. C'est, est-ce qu'on peut diminuer toutes ces aides? Quand je vois ces ministres, ces députés, comme vous le dites, qui ont des retraites multiples ou des aides, l'aide au logement, l'aide au repas, les chauffeurs, les voitures, est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Et mon autre question, c'est, est-ce que la France doit autant aider les personnes sans emploi ou est-ce que ça donne envie de retourner sur le marché du travail? Alors merci Laure. Alors oui, la question bien sûr des aides, alors qui est chère à Michel Barnier, qui parle du travail souvent et qui était contre cette assistanat entre guillemets, mais l'assistanat va bien au-delà. C'est pas seulement le retour à l'emploi, c'est ce que disait notre auditrice Laure, tout ce faste de la République aussi, ces niches fiscales. Enfin, est-ce qu'il y a des chantiers qui vont peut-être s'ouvrir à ce moment-là? Oui, alors moi je voudrais suggérer une idée. Justement pour permettre des diminutions d'impôts, c'est d'avoir une vision économique et pas seulement comptable. Je vais prendre un exemple. La France dépense beaucoup en aide au logement, par exemple les APL, tout ça, les aides, et beaucoup aux aides à l'emploi. Mais pour le logement, on dépense énormément. On est un des pays européens qui dépensons de plus pour l'aide au logement. Or, c'est en France que le logement est le plus cher. Alors, la vision comptable, ce serait de dire on diminue les APL, point à la ligne. Ça fait une économie pour le budget de l'État, ok. Mais les gens qui en bénéficient, ils sont dans la difficulté. Donc pour moi, il faut avoir une vision économique. Il faut comprendre pourquoi est-ce que le logement est cher en France. Parce qu'on a un droit foncier qui est complexe, parce qu'il y a trop de fiscalité qui pèse et qu'on n'encourage pas suffisamment l'investissement locatif. Et donc, il faut débloquer ces verrous-là. Il faut aussi faire sauter les DPE, comme j'expliquais tout à l'heure. Et de cette façon-là, en donnant de l'oxygène au marché du logement, on va relancer la construction, on va accroître l'offre, et si l'offre augmente, ça fera baisser les prix aussi bien à la vente que les prix de location, et à ce moment-là, on pourra baisser les APL. Vous voyez l'idée, c'est qu'il faut avoir une vision économique sur le secteur globalement, plutôt que purement comptable. Voilà. Et de cette façon-là, je suis convaincu qu'on peut baisser les dépenses publiques sans que les Français en pâtissent. Au contraire, parce que l'autre idée que je voudrais suggérer, c'est que si l'État réalise des économies, il ne les garde pas à 100% pour lui pour réduire le déficit. Moi, j'aimerais que le gouvernement dise quand l'État économise 2 euros, il y a 1 euro qui sert à la réduction des déficits et il y a 1 euro qui est rendu aux Français sous forme de baisse d'impôts. De cette façon-là, on va motiver tout le monde à faire des efforts pour diminuer la dépense publique, parce que les Français en verront des conséquences concrètes sur l'impôt sur le revenu, sur les taxes sur l'essence, sur des choses comme ça, et dans leur vie courante, ils verront des baisses. Et à ce moment-là, ça motivera tout le monde. Et le fait de baisser les impôts, ça générera aussi un surcroît de croissance économique, parce que les Français, les entreprises gèrent mieux l'argent que l'État en général. Voilà. Oui, clairement. Et ça, c'est 2 idées que je voudrais proposer au gouvernement s'il nous écoute, que je n'entends pas parmi les économistes ou parmi les responsables politiques, et qui pour moi sont fondamentales pour pouvoir baisser la dépense publique en France. Absolument. On va parler dans un instant de cette question aussi du pouvoir d'achat, puisqu'il est question de ça, in fine. Avec vous, Philippe Herrlin. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300 si vous souhaitez joindre le standard de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Philippe Herrlin pour parler bien sûr de la dette, la nomination de Michel Barnier et du chantier énorme de politique austéritaire qui l'attend. La question finalement, et c'est Laurent Wauquiez qui en parlait alors qu'il sortait de Matignon à l'instant, c'est le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, alors lui il dit par le travail, mais aussi la question bien sûr fiscale. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé de nombreux Français à mettre un gilet jaune en 2018, à descendre dans les ronds-points, dans la rue pour dire
on ne finit pas le mois, on travaille et on ne vit pas de notre travail. Pourquoi en France, on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce que, alors, on a parlé du niveau des impôts qui est trop élevé, donc, parce que quand on parle de prélèvement obligatoire, c'est par rapport au PIB, par rapport à la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur ajoutée créée par les entreprises, il y a une partie qui rémunère le capital, une partie qui sert à payer les salaires, et l'autre partie qui est payée en impôts. Et la place de l'État, elle est passée de à peu près 35% du PIB sous Pompidou à 48 aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'on est quasiment dans une économie dirigiste Quasiment, parce qu'au niveau, à l'époque de Pompidou, on était aussi à 35% du PIB en dépenses, parce qu'on était à l'équilibre. Ouais. Aujourd'hui, on est à 57, presque 60% du PIB en dépenses, ce qui implique qu'on a un déficit énorme et qu'on a une économie dirigée, quoi. Mais l'économie dirigée, l'expérience historique montre que ça marche pas trop, quoi. Voilà. Et donc, en plus, une économie dirigée par un comité central à Bruxelles. Voilà. En plus, c'est même pas dirigé de Paris, donc bon. Donc voilà, ça va loin. Ouais. Alors, au standard avec nous, Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Bonjour messieurs, alors nous sommes sur le Titanic, mais le commandant, lui, ne va pas se sacrifier. Non. Si vous voulez. Au contraire, il nous a expliqué que tout était bien et que tout était grâce à lui et que tout était bien. Tout à l'heure, vous avez parlé des pseudo-écolos intégristes. Sur les maisons maintenant, ça vaut 20 à 30% de plus. Parce que soi-disant qu'avant, une maison qu'on construit en 1970, ça s'appelle des passoires énergétiques. Alors c'est un point Goldwyn, hein, parce que passoire, ça veut dire qu'en fait c'est la misère. Enfin, moi je suis né dans les années 60, je pense pas que j'ai vécu dans la misère, et j'avais pas de salle de bain, et les toilettes à la turque étaient dans la petite cour, et nous vivions très bien. Et aujourd'hui, ces trucs-là seraient interdits. J'ai une petite solution avec toute humilité pour reprendre, pour que les gens gagnent du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, au lieu de le CICE, qui a été une vaste aussi escroquerie, qui a toujours aidé les grosses entreprises par rapport, parce que c'était basé, vous le savez, sur la masse salariale, mais les grosses entreprises ne s'en sont pas servies pour augmenter leurs salariés ou pour l'embaucher, ils s'en sont servis surtout beaucoup avec l'intelligence artificielle. Ouais. Donc les PME n'en ont pas participé, parce que si vous aviez 5 employés, ça vous coûtait 1500 € de comptable pour toucher 1000 € à la fin de l'année, et 70%, comme vous le savez, des emplois dans le privé sont faits par les PME. Donc moi j'avais une idée qui est toute simple, hein. On est à peu près dans les 50% de charges, on enlève 20% sur les PME, je parle bien, on enlève 20% sur les PME qui en ont besoin, mais ce qu'il y a obligatoirement, on reverse par exemple 10 ou 15% aux salariés, et la PME garde exonérée de 5%. Alors on va me dire que ça va créer un déficit encore à l'État. Faux, parce que les gens vont avoir un pouvoir d'achat, donc ils vont consommer. Ils vont déjà être heureux, donc quand on est heureux, c'est quand même important, parce qu'il faut quand même viser le bonheur dans la vie. Et les gens vont consommer, donc ils vont payer une TVA, ils vont changer les voitures, ils vont partir en vacances, ils vont aller au restaurant, donc tout ça, ça va faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et ça va recréer bon nombre d'emplois. Voilà la petite solution. Enfin, j'en ai d'autres aussi, créer une banque exprès aussi pour les PME et les commerçants, parce que la BPI, ce n'est pas une banque, c'est Hollande qui avait changé le nom d'Oseo à BPI, Banque publique d'investissement, mais ce n'est pas une banque, c'est une caution, et qui n'est pas une caution à 100%, à part le PGE à 90%, donc il y Français. Bon nombre de choses à faire. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ma petite solution pour augmenter le pouvoir d'achat des Français et baisser un peu les charges des PME et des commerçants qui souffrent énormément, surtout depuis la crise du Covid. Merci Jean-Marc. Alors, Philippe Perlin, les solutions, visiblement, ça ne manque pas. Des Français ont des idées. D'ailleurs, c'est ce que disait Michel Barnier, les idées qui viennent de cette France-là, qu'on ne veut pas voir à l'Assemblée et ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution proposée par Jean-Marc ? Moi, je défends la baisse des charges, donc qui amène ensuite progressivement une hausse des salaires. Mais je suis contre le fait qu'il y ait des mouvements trop importants, parce que dire les salaires vont augmenter d'un coup, mais c'est pas grave parce que les gens vont dépenser et ça paye les TVA et l'État va retomber sur ses pieds, ça marche pas. C'est un peu le discours du nouveau Front populaire en disant on passe le SMIC de 1400 à 1600 € net. Ça fera de l'argent en plus dans l'économie et des recettes en plus pour l'État. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça, parce que si les gens achètent des voitures, comme le disait monsieur à l'instant, la plupart des voitures, elles sont fabriquées à l'extérieur de la France. Et donc, ça fait exploser, ça creuse la balance commerciale qui est déjà très largement déficitaire. Donc, c'est pas une solution, quoi. Il faut avoir une solution. Il faut voir les choses plus progressivement et à long terme. Il faut aussi se soucier pour
pour que le pouvoir d'achat se mette à augmenter de façon tendancielle, une fois qu'on aura rétabli un niveau d'impôt correct et cohérent, il faut qu'il y ait une industrie en France, parce que c'est ça qui génère des gains de productivité qui ensuite profitent à toute l'économie et qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat. Si le pouvoir d'achat augmentait très fortement pendant les 30 glorieux, c'est parce que la France avait une industrie qui était forte. Oui. Les voitures, beaucoup de produits étaient fabriqués en France. Oui, bien sûr. Et il y avait des gains de productivité qui profitaient à tout le monde. C'est comme ça qu'on avait des salaires importants. Et c'est de cette façon-là qu'il faut s'y prendre. Donc il ne faut pas vouloir aller trop vite en distribuant des centaines d'euros de salaire comme ça du jour au lendemain, parce que ça va dégrader la balance commerciale sans rien changer. Il faut réfléchir aussi à ce que les entreprises, à ce que l'industrie puisse se redévelopper en France. Pourquoi les constructeurs automobiles sont partis? Parce qu'il y a trop de charges, parce que ouvrir une usine en France, ça prend des délais extrêmement longs. C'est beaucoup plus court de la faire en Espagne, en Allemagne ou dans d'autres pays. Bon, enfin, il y a aussi la bureaucratie française et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut régler. Et pour moi, la réindustrialisation, c'est la condition nécessaire pour que le pouvoir d'achat puisse se remettre à augmenter tendanciellement et fortement. Il y a aussi le tissu industriel et entrepreneurial. Bruno Le Maire n'a jamais parlé, pendant ses 7 ans à Bercy, du taux de faillite d'entreprises françaises, qui est devenu assez catastrophique ces derniers mois. C'est quand même grave de voir qu'un ministre de l'économie fait comme si les PME, qui sont les premiers employeurs de France, n'existaient pas, et comme si le taux de faillite n'était pas un indicateur grave, en fait, d'un état économique assez inquiétant. Oui, en faillite, on est à un niveau comparable à celui qui a suivi la crise des subprimes en 2008. Donc c'est un niveau catastrophique, il faut le dire. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est. Mais c'est vrai que aussi bien le gouvernement qu'aussi une certaine extrême gauche se focalise sur le CAC 40. Alors le gouvernement pour dire regardez, on a belle réussite, on a l'Airbus, machin. Bon voilà, sous-entendu l'économie va bien. L'extrême gauche dit regardez tous ces énormes bénéfices du CAC 40, il n'y a qu'à piocher dedans pour créer du pouvoir d'achat. Non, les choses sont pas aussi simples que ça. Le CAC 40, il faut bien comprendre que c'est des entreprises à part. Ce sont les 40 meilleures entreprises françaises. Et elles sont globalisées. Voilà, et c'est des entreprises qui font genre à 90% de leur chiffre d'affaires à l'international. Voilà, donc la France doit être contente d'avoir encore de belles entreprises. Mais c'est pas représentatif du tissu économique français. C'est les 40 meilleures. S'il y en a une qui est pas bonne et elle sort du CAC 40, elle est remplacée par une autre. Hein, donc c'est ce qui est arrivé à Peugeot d'ailleurs pendant quelques années. Ils ont fait des pertes, ils sont sortis et ensuite ils sont revenus. Donc c'est pas du tout représentatif de l'économie. Les patrons de PME, ils ont des salaires quelques milliers d'euros, enfin mais assez limités pour des heures pas possibles. Donc les gens roulent pas sur l'or. Hein, même les patrons de PME et de TPE ne roulent pas sur l'or. Il faut sortir ça de la tête. C'est sûr. Il faut pas se focaliser sur les salaires des patrons du boîte de CAC 40. C'est le principe. C'est une économie à part. Une économie saine avec des PME qui peuvent survivre. À part. Hein. Merci beaucoup Philippe Herrlin d'avoir été notre invité pour cette reprise de Poulain sans réserve, dorénavant de midi à 14h sur Sud Radio. Très heureux de vous retrouver. Continuez à nous écouter pour la suite des programmes sur Sud Radio et je vous dis à la semaine prochaine.